C'est le retour de l'actualité. Bonsoir à vous tous. Voici les points saillants. C'est un joyau architectural de plus de 630 mètres de long pour 25,7 mètres de large dans sa structuration. Le 5e pont d'Abidjan qui relie Plateau à Cocody est à Auban. Il est donc soutenu par des câbles de fer dotés d'une haute technologie qui illumine le pont la nuit. L'ouvrage sera inauguré demain par le président de la République, Alassane Ouattara. Le médiateur de la République souhaite que les municipales et régionales se déroulent dans un climat apaisé. Adama Tongara invite les candidats à signer une charte qui les engage à œuvrer pour la paix. Ils sont nombreux à adhérer à cette initiative. Vous allez le voir, les candidats aux élections municipales au Plateau, Port-Boué, Treichville et Yopougon ont signé le document. Et puis au plan de la sécurité alimentaire, une fabrique de produits laitiers à la zone industrielle de Yopougon a été fermée. Une décision du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Le gérant promet de se conformer rapidement aux normes. Ça y est, c'est fait. Le pont reliant la commune de Cocody à celle du Plateau sera inauguré demain. Les automobilistes auront le plaisir de rouler sur ce joyau architectural de plus de 630 mètres de long. Un pont à Auban soutenu par des câbles de fer dotés d'une haute technologie qui illumine l'ouvrage la nuit. Herman Guivi sur place. À ses côtés, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. C'était à 20h avec Kolo Koulibaly. Bonsoir Kolo Koulibaly, nous sommes ici sur le 5e pont, ce 5e pont qui sera donc inauguré dès demain par le chef de l'État, Alassane Ouattara, et les équipes de la RTI sont présentes ici pour justement préparer cette retransmission en direct. Nous avons eu l'heureuse occasion de rencontrer monsieur le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministre Amédée Kofi Kwaku, venu avec ses équipes faire un dernier tour d'horizon certainement avant l'événement, avant l'heure H. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Herman. Alors demain, le président de la République va procéder à l'inauguration de ce pont. Peut-on dire que tout est fin prêt, monsieur le ministre? Oui, effectivement, tout est fin prêt. Le président de la République nous fait l'honneur d'ouvrir ce pont lui-même à la circulation. Et ce sera donc demain à 11h. Et nous sommes très heureux. Nos équipes ont été mobilisées pendant de nombreuses années pour pouvoir construire cet ouvrage. Et demain, ce sera donc l'apothéose. On pourra donc livrer cet ouvrage aux Ivoiriens. Alors, monsieur le ministre, peut-on dire que demain, juste après cette inauguration, le pont sera livré à la circulation? Ah oui, effectivement, comme vous avez vu qu'il y a des installations pour l'ouverture officielle, on pense que dès qu'on finit, le temps qu'on démonte, donc demain c'est samedi, dimanche, dans l'après-midi, dès qu'on aura fini de démonter, l'ouvrage sera livré à la circulation. Il n'y a pas de problème, c'est un bel ouvrage, les Ivoiriens l'attendent, les Ivoiriens veulent le visiter, veulent l'emprunter, donc nous allons démonter rapidement toutes les installations de sorte que les Ivoiriens puissent passer. Alors, monsieur le ministre, les travaux de ce pont, pour être plus pratiques, les travaux de ce pont ont débuté en 2019. Peut-on dire que les délais ont été tenus? C'était prévu pour environ une trentaine de mois. On en a fait 45, simplement parce qu'entre-temps, il y a eu le problème de la Covid. Toutes les usines étaient fermées parce que tous les éléments qui constituent le pont, la partie métallique, c'est quand même 7000 tonnes d'acier qu'il fallait importer avec la fermeture des usines. Tout ça, ça a pris un peu de temps. Et puis les techniciens, parce que c'est un pont qui est un peu spécial. Donc déjà, tous les éléments étaient fabriqués. On a mis sur un bateau, tout ça est arrivé ici. Il fallait venir les souder. Les spécialistes n'étaient pas disponibles à tout moment. C'est pour ça qu'on a pris environ 15 mois de retard. Mais aussi, comme c'est un pont un peu spécial, il fallait qu'on s'assure de la solidité de cet ouvrage. Donc il fallait faire toutes les vérifications techniques avant la fin de l'ouvrage. Alors monsieur le ministre, une question que se posent les Ivoiriens, ce pont sera-t-il à péage? Devra-t-on payer pour passer? Non, sur celui-là non. Sur celui-là, le pont, il sera... C'est une mesure exceptionnelle, monsieur le ministre? Non, non, pas du tout. C'est pas parce que c'est une mesure exceptionnelle. C'est compte tenu de sa spécificité. Ça traverse juste la baie. C'est pas très très grand. Et puis, on avait voulu que ce soit ainsi. Alors, monsieur le ministre, on a vu des jeunes Ivoiriens, plusieurs jeunes Ivoiriens, des centaines de jeunes Ivoiriens mobilisés pour la construction de ce pont. Quelle pourrait être la plus-value pour ces jeunes Ivoiriens en termes de participation à la construction de ce pont? Alors, vous savez, cette année, c'est l'année de la jeunesse. Mais on note que pendant les 45 mois qu'ont duré donc les travaux de ce chantier, de nombreux jeunes sortis de nos écoles et même qui apprennent donc le métier ont travaillé sur ce chantier.
j'ai parlé donc des éléments métalliques qu'on a soudés pour faire le pont à Auban. J'ai exigé que, parce que les Chinois, l'entreprise a fait venir des gens de l'extérieur pour faire les soudures. Nous avons souhaité que les jeunes Ivoiriens apprennent à faire ces soudures-là. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre ce genre de construction. Le pont aubanais, en Afrique de l'Ouest, c'est le second. Après le pont de Lekki, qui a une hauteur, dont le mât a une hauteur de 91 mètres. Nous, on a un mât qui est autour de 108 mètres, donc qui est légèrement supérieur, plus haut que l'immeuble du Postel. On a eu des fondations un peu spéciales pour le pont. Donc ça a permis donc aux jeunes Ivoiriens d'apprendre. Et même quand vous voyez au niveau de l'éclairage, les LED, on a près de 4500 LED. C'est la première fois qu'on a comme ça un pont. Et monsieur le ministre, avec beaucoup de plaisir déjà qu'on aperçoit en arrière-plan, certainement que nos téléspectateurs peuvent s'en délecter, les couleurs que renvoient ces LED. Ah oui, non, pour l'instant, comme demain c'est l'inauguration, on a mis orange, blanc, vert. On pourra, pendant la fête des amoureux, allumer tout en rouge. Et le jour où il va y avoir la visite d'un président quelconque, un président d'un autre pays, on pourra mettre les couleurs de ce pays-là. Le pont qui pourra donc s'adapter en fonction de l'événement qui a lieu. Voilà. Merci monsieur le ministre. Kolo Coulibaly, c'était à l'instant le ministre de l'équipement de l'entretien routier, le docteur Amédée Kouakou, avec qui nous avons donc échangé. Nous lisions qui était venu donc pour un dernier constat avant l'inauguration officielle de ce pont qui se fera demain par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Kolo Coulibaly, à vous l'antenne. Merci beaucoup. Merci à vous, Herman Guivet qui intervenait donc au journal de 20h. Retour sur les temps forts qui ont marqué la construction de ce pont avec Bama Traoré. 22 mars 2019, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance le premier coup de pelle du 5e pont d'Abidjan. Selon la maquette projetée, ce sera un pont à haubans perché au-dessus du chenal de la baie de Cocody, censé fluidifier le trafic entre les communes du plateau et de Cocody. Après le lancement des travaux, il faudra plusieurs mois à l'entreprise chinoise chargée d'exécuter le chantier pour s'installer. Contre toute attente, survient la pandémie de Covid fin 2019, ce qui va ralentir les travaux dans cette phase initiale. À la date du 16 décembre 2020, le chantier n'en est qu'aux travaux préliminaires de la fondation du pylône. Les ouvriers procèdent notamment au ferraillage de la semelle qui aura une hauteur de 5 mètres, c'est-à-dire le niveau supérieur de la fondation du pylône, qui repose sur des pieux déjà établis jusqu'à 80 mètres de profondeur sous le sol de la baie de Cocody. Peu à peu, le chantier atteint sa vitesse de croisière. Novembre 2021, c'est au tour des piles de l'ouvrage de se dresser de part et d'autre de la baie. 7 mois plus tard, juillet 2022, c'est la pose des tabliers métalliques importés de Chine et assemblés sur place. Le pylône lui a déjà pris forme et s'achemine vers sa cible. Une date à retenir, le 9 décembre 2022, experts et ouvriers fixent enfin le premier auban sur le sommet du pylône. S'enchaînent les 18 autres dans les semaines qui suivent jusqu'à février 2023. Cette étape précède le bitumage de la chaussée et les œuvres de finition entre février et juin 2023. Pour bâtir cet ouvrage titanesque, il a fallu utiliser 8000 tonnes de fer et 63 000 mètres cubes de béton durant 4 années. Très impressionnant. Et pour parfaire les choses, des travaux de curage sont en cours sur la baie de Cocody. Le ministre de la Salubrité était sur les lieux. Bouaké Fofana veut donc s'assurer de la bonne exécution avant l'inauguration du 5e pont. On voit cela avec Ami Diarasouba et Abdoulaye Koné. Dans seulement quelques heures, le carrefour de l'Indénié à la jonction des communes de Cocody et du Plateau aura fière allure. Avant l'inauguration du pont à Auban, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est venu voir de près les derniers travaux de curage. On voudrait avoir ici des navires de plaisance qui arrivent, des restaurants, des magasins. Et pour cela, il faut régler les problèmes d'assainissement. Ici arrivent toutes les eaux usées. Les eaux usées, c'est quoi? C'est les eaux de nos toilettes, les eaux de nos cuisines,
qui viennent depuis Abobo, depuis Anyama, depuis Adjamé, qui arrivent ici à Cocody. Pour mieux valoriser la baie de Cocody, aucun effort ne sera de trop. Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre pour assainir le périmètre. Nous avons déjà un code de la salubrité et de l'hygiène. Nous allons avoir un code de l'assainissement. Nous allons continuer la sensibilisation. Nous aurons la sensibilisation dans une main, mais nous aurons également la répression dans l'autre avec ces codes-là. Parce qu'une fois qu'on aura le code de l'assainissement, nous sommes en train de déployer en même temps la brigade d'assainissement et de salubrité, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Une fois qu'on aura les deux codes en vigueur, il faut que les Abidjanais, les Ivoiriens s'habituent à avoir des agents de la brigade d'assainissement et de salubrité, aller chez eux pour aller vérifier leur dispositif, leur système d'assainissement. L'objectif de ces travaux est d'avoir à terme un plan d'eau lagunaire propre et pour que la lagune retrouve sa qualité d'antan, en évitant au mieux d'obstruer les ouvrages de drainage. Autre volet de l'actualité, je le disais à l'instant en titre, c'est le souhait du médiateur de la République, voir des élections municipales et régionales se dérouler dans un climat apaisé. Plusieurs candidats ont adhéré à son initiative en signant une charte qui engage à œuvrer pour la paix. Éric Ogoré. Le médiateur de la République poursuit sa sensibilisation pour maintenir la paix en période électorale. En face de lui, les candidats au municipal de la commune de Trècheville. Toutes les étapes respectées, ils signent la charte d'engagement à la paix. À leur suite, les candidats de la commune de Port-Boué sont à l'honneur. Ils bénéficient des conseils du médiateur de la République. Chers candidats aux élections municipales, je voudrais vous inviter à conduire une campagne électorale apaisée, sans violence, où seul le programme et le projet de société seront exposés aux électeurs en vue de recueillir leur suffrage. Ils prennent connaissance de la charte d'engagement, la signent et immortalisent le moment. Après eux, les candidats de la commune du Plateau s'installent. Ils procèdent de la même façon, preuve de leur adhésion totale à l'idée. Signature de la charte et immortalisation du moment avec le médiateur de la République. Après eux, les candidats au municipal de Yopougon sont reçus dans le même décor et la même disposition. Après avoir été témoins de toutes ces étapes, ils s'engagent. Et donc nous voulons des élections apaisées. Nous sommes heureux qu'on nous ait invités à cette rencontre-là. Et véritablement, nous voulons des élections apaisées et transparentes à Yopougon. Élection, ce n'est pas palabre. Moi, Kei, candidat, je m'engage aussi à participer à des élections apaisées. Nous allons continuer sur cette ligne droite pour les élections du 2 septembre, pour le bien-être de la population de Yopougon. Pour moi, rien ne peut se faire sans paix. Et donc tout peut être obtenu, tout peut se faire dans la courtoisie, l'élégance, parce que ce qui nous unit est plus fort que nos compétitions. Le médiateur de la République reste constant dans cette vision. Un bilan très positif qui se termine avec la très grande commune de Yopougon. Nous avons échangé avec les candidats pour leur dire que ce qui était important pour nous, c'est leur engagement à conduire des élections apaisées et sans violence. Pour l'intérieur du pays, des délégations sont en mission pour rencontrer tous les candidats aux futures élections. Sur le ton de l'unité des acteurs politiques, les candidats du RHDP dans la Bagoué prônent l'union sacrée pour faire triompher leur parti. Ils se sont rencontrés ce jeudi au district d'Abidjan-Plateau. Michel Digri. Les candidats RHDP de la Bagoué pour les élections locales ainsi que plusieurs cadres de la région sont en conclave. À quelques semaines du scrutin, la stratégie de campagne est bouclée, les offres politiques consolidées et les dernières consignes dévoilées. Nous nous sommes assignés des missions qui vont permettre d'amplifier l'action du Conseil régional, qui vont permettre d'avoir un impact au plan économique et social plus important. Il s'agit de faire en sorte que notre parti soit fort, que notre pays soit fort, mais cela implique une certaine discipline au niveau des militants, de tous les militants. Un invité spécial, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a tenu à apporter son soutien à ses frères de la Bagoué. Dès lors que le président du parti a validé
une option qui se transforme donc en décision, nous avons donc le devoir, tous ensemble, de constituer l'union sacrée autour des différents choix qui ont été faits. Traduire en victoire les choix du président de la République, un engagement qui sera relayé aux populations jusqu'au 2 septembre prochain. L'unité retrouvée, on en parle dans la région du Gor. Les populations de Téhéri, dans la sous-préfecture de Bayota, renouent avec la joie d'être ensemble après des crises communautaires. Aujourd'hui, place à l'espoir. Les villageois viennent de recevoir une ambulance médicalisée offerte par le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. On voit cela avec Kader Sogodogo. Téhéri est sorti du tourbillon qui a failli tout gâcher. Crise communautaire, crise politique. 5 morts, 47 blessés. 76 maisons brûlées, 26 autres saccagées. Le mur de la haine et de la méfiance tentait de prendre pied dans ce village de plus de 15 000 habitants, rattaché à la sous-préfecture de Bayota et à Gagnoua en ce qui concerne le département. Grâce aux efforts de ces enfants, Téhéri reprend l'envie d'exister. Ces enfants veulent porter le village vers le développement. Les plus jeunes plantent le décor. Je demande au président de la République d'arranger mon village, qu'on puisse avoir des goudrons, les hôpitaux, les mairies, les écoles. En attendant une sous-préfecture ou une mairie, les cadres ont compris l'impérieuse nécessité de se mettre ensemble et de tout changer. René Legré-Okou prend le devant pour fédérer. Je me sens dépositaire d'une espérance et d'un espoir immense. Le processus qui a valu ma désignation n'a pas consacré la victoire d'une frange de la population sur une autre, d'une ethnie sur une autre, d'une obédience politique sur une autre, encore moins d'une génération sur une autre. Elle a vu plutôt la victoire du village de Téhéri et de ses populations notamment, désireuses de se donner les moyens d'entrer fortes et unies dans le train du développement au nom de leur communauté de destin. Téhéri pourra compter sur le Go. Alcide Djedje, ancien membre du gouvernement, se tient à ses côtés. L'ex-ministre Désiré Dallo montre la voie à suivre. La maison développement que vous projetez de construire pour Téhéri doit avoir pour fondation la fraternité vraie. Il s'agira donc d'être attentif aux préoccupations locales à l'aide d'une approche participative. C'est la fraternité vraie, l'amour de l'autre, l'amour inconditionnel sans calcul qui permettra de mieux bâtir. Vous soutenez cette volonté de paix, de cohésion et de développement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, offre une ambulance médicalisée et une espèce sonnante et trébuchante avec des recommandations. Le ministre d'État, ministre de la Défense, nous charge de répéter que le développement passe par la cohésion sociale, que le développement passe par la tolérance, que le développement passe par la retenue. Téhéri est dans la joie. Et en pays bêté, quand on est content, on danse le gbegbe ou le zagrobi. Téhéri respire. Téhéri vit. La joie émane certainement de la paix et la cohésion. Dans le département de Ouangolo, le député Traoré Idrissa aspire à des élections sans violence. Il a initié une tournée de sensibilisation. On en parle avec Kader Sogodogo. Le député de Ouangolo-Dougou et Kawara initie une tournée dans plusieurs localités de sa circonscription. Objectif, sensibiliser la population sur les valeurs de paix et de cohésion sociale. Au cours de cette visite, Traoré Idrissa exhorte les populations de la région du Djologo à s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Il appelle à la culture de la courtoisie dans les propos et dans les comportements afin d'instaurer un climat apaisé avant, pendant et après les élections locales du 2 septembre. Honorable, tout le village vous adresse un vibrant merci pour toutes les actions de solidarité que vous posez sans cesse au profit de notre village. La paix est préalable à tout développement. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui à Zandanaka pour communier avec nos parents, avec la population, pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Surtout que les élections arrivent à grands pas et il faut parler avec ses parents. Cette tournée de sensibilisation s'est terminée par des activités sportives, facteurs de rapprochement, gage d'un développement durable.
La paix, ce sont aussi des hommes qui permettent qu'elle s'installe dans une nation. Henri Konan Bédié en est un. C'est ce que pensent les membres de la Fédération pour la paix universelle à Côte d'Ivoire qui salue sa mémoire à son domicile à Abidjan. Khalid Diomandé. Le président de la FPU Côte d'Ivoire, Fédération pour la paix universelle, Akasaye Lazare à la tête d'une délégation de 18 personnes à la résidence de l'ancien chef d'État, Henri Konan Bédié. Une visite pour partager la douleur de son épouse, de ses enfants et celle de la grande famille Bédié, encore affligée par la disparition du sphinx de Daoukro. La FPU veut surtout, à travers cette démarche, honorer la mémoire de celui qui aura été l'un de ses plus grands ambassadeurs pour la paix depuis 2012. Le président Bédié était un artisan de paix. On est touché. La Côte d'Ivoire perd un baobab. La famille Bédié perd un pilier central. Mais nous, Fédération pour la paix universelle, nous perdons l'un de nos meilleurs ambassadeurs de paix. Il a été distingué du prix international par les hautes autorités de la fédération. Une fédération qui est affiliée aux Nations Unies. C'est donc naturel que nous nous mobilisions pour venir de Yako à la veuve, à toute sa famille et même à la Côte d'Ivoire. Par la voix de son porte-parole, la veuve Henriette Bédié s'est dite touchée par cette marque de reconnaissance de la FPU à l'égard de son défunt époux pour son apport à la construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité, une fabrique de produits laitiers à la zone industrielle à Yopougon a été fermée. Une décision du ministère du Commerce. Les services lui reprochent une production dans un environnement qui ne respecte pas les conditions. Dangui. Des produits laitiers, notamment de la crème, du yaourt et du déguet, sont fabriqués ici, dans cette usine située dans la zone industrielle de Yopougon. Cette fabrique vient d'être fermée temporairement par les services du ministère du Commerce pour conditions d'hygiène et de production sommaires. Je ne suis pas un homme, certes, mais nous ne sommes pas clandestins. Et donc, nous allons faire en sorte de pouvoir respecter les normes. Ils vont nous conseiller, nous guider pour qu'aujourd'hui, nous puissions être aux normes pour prendre réellement notre place dans ce développement. La chaîne de production des produits laitiers dans cette usine ne respecte aucune norme exigée selon les agents du ministère du Commerce qui ont mené l'opération. Ils annoncent des sanctions. On a constaté qu'effectivement, cette unité détenue par l'opérateur M. Olivier travaille dans des conditions insalubres. Nous avons vérifié toute la chaîne de fabrication, depuis le stockage des matières premières jusqu'aux produits finis. Et le constat que nous avons fait est vraiment alarmant parce que les conditions de production du lait et des produits laitiers qui sont consommés par l'ensemble des populations et surtout par nos enfants ne respectent pas les conditions de production et surtout d'hygiène alimentaire. Donc il sera sanctionné conformément à la loi. Cette mission qui a abouti à la fermeture temporaire de cette fabrique de produits laitiers a été menée par les agents de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, ce jeudi, en collaboration avec ceux du ministère du Commerce. Les populations de Songon se sont mobilisées pour se faire consulter et soigner gratuitement. Une initiative du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Cette opération a permis de prendre en charge plus de 5000 personnes présentant différentes pathologies. C'est ce que nous apprend Sephora Zegui. Les populations de la commune de Songon ont pris d'assaut l'école primaire publique d'Adiopoto pour se faire ausculter et recevoir gratuitement des soins. Cette initiative de Robert Begré-Mambé, député de la commune de Songon, mise en œuvre par l'ONG coréenne internationale Youth Fellowship, vient soulager la population. Ça nous va au droit au cœur parce que moi, ça ne s'attendait pas à ça. Si ça pouvait se répéter encore chaque année, vraiment, ça fait du bien à la population de Songon. Un geste de grande portée sociale que le pasteur Lee Young-do qualifie de don de soi. Son ONG et lui ont trouvé une opportunité de faire du bien à des personnes dans le besoin. Mais lorsqu'on est venu ici, en voyant la population qui sont vraiment reconnaissants de recevoir ces soins que les Coréens reçoivent tous les jours, vraiment ils ont vu comment on a reçu les dons que Dieu nous a donnés. Ces dons ne doivent pas rester avec nous, ces dons doivent être partagés.
Cette campagne de soins gratuits vise essentiellement à lutter contre l'ulcère de Burili et les maladies tropicales, afin d'assurer une meilleure qualité de vie et de bien-être des populations. Pour s'assurer du bon déroulement de l'opération, le docteur Robert Begrimambe se rend sur le site de l'opération. Il annonce la construction prochaine d'un hôpital spécialisé dans la lutte contre cette maladie. C'est une joie pour nous d'aider nos parents de Songon à recevoir des soins gratuitement. Je puis vous dire que les médecins qui sont ici, qui sont venus de la Corée, sont des très grands spécialistes dans leur pays et qui ont accepté volontairement de venir donner des soins gratuits. Ils sont accompagnés dans ce processus par des médecins ivoiriens de très haut niveau. Ce sont plus de 5000 patients venus des communes du district d'Abidjan, de Dabou et de Jacquesville qui ont été auscultés et ont bénéficié gratuitement des soins, de médicaments et de lunettes pharmaceutiques pendant cette campagne. Rappelons qu'en 2019, la même opération a eu lieu à l'hôtel du district d'Abidjan et a permis de prendre en charge 10 500 personnes. Voilà le reportage de Sephora Zegui commenté par Issa Chunayeo. C'est un deuil qui frappe le secteur de la santé. Le professeur Beignet Bivro, Joseph, est décédé aujourd'hui. Il a été victime d'un accident de la circulation. Le directeur de l'NHP était connu pour la maîtrise des questions de santé publique, notamment de vaccins. Face aux épidémies et intoxications alimentaires, il rassurait les populations en les orientant sur les bons gestes à adopter. La Côte d'Ivoire perd donc une personnalité importante du domaine de la santé. Dans le reste de l'actualité, en Syrie, 23 soldats tués dans l'Est. Au Burkina Faso, Radio Omega, l'une des plus écoutées, suspendue. Nous irons également en Chine, où des inondations ont été enregistrées dans le nord du pays. L'actu en bref avec Suleiman Donsangou et Abdoulaye Kone. Burkina, le gouvernement, via un communiqué du ministre de la Communication, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la radio Omega, l'une des plus écoutées du pays, après la diffusion d'un entretien avec le porte-parole du mouvement récemment créé au Niger, qui souhaite rétablir le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier. Chine, le bilan des inondations dans la province du Hebei, dans le nord du pays, s'est alourdi à 29 morts au moins, après les pluies records qui ont frappé la région ces dernières semaines. 16 personnes sont portées disparues, selon la chaîne d'État. Syrie, l'Observatoire des droits de l'homme OSDH indique qu'au moins 23 soldats syriens ont été tués dans une attaque menée par le groupe djihadiste État islamique dans l'est du pays. Des combattants de l'État islamique avaient visé la veille un quart de l'armée dans le désert, dans la province de Deir ez-Zor, occasionnant ces assassinats. Point final, très belle nuit à vous tous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers. Bonsoir.